Chemin de vie, épisode 5 du livre 4. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Sortie entre filles. Stéphanie et Maria sont deux sorties. D'après ces deux jeunes filles, elles ont besoin de se retrouver entre elles et décompresser. Du coup, afin d'éviter de se retrouver seules, Thomas est passé me rendre visite. Même si je ne suis pas trop fan, nous avons fait une soirée pizza entre hommes de notre côté. Les deux filles se sont rendues au restaurant, puis elles ont enchaîné bar ambiance puis discothèque. Je sentais comme un mauvais présage. Thomas avait trouvé la tenue de sortie de Stéphanie un peu trop courte. D'un côté, cela faisait un bout de temps qu'il ne l'avait pas vue aussi féminine. Et de l'autre, elle avait tout exagéré. Le maquillage, la tenue vestimentaire, les extensions de cils, des rajouts, les faux ongles. Je m'arrête ici. La liste des subterfuges serait trop longue. Talons hauts, ayant quelques difficultés pour se déplacer jusqu'au restaurant, elle avait demandé à Thomas, son chauffeur, de le déposer au restaurant. Il avait vu Maria, mais qui était habillée de façon plus distinguée que Stéphanie. Toute la soirée, j'ai pu voir Thomas jeter un œil sur son téléphone. J'ai fini par lui prendre des mains en lui indiquant que la peur n'évite pas le danger. Les filles ont décidé de passer leur soirée ensemble. C'est leur droit de sortir se changer les idées, mais aussi d'envisager un futur autre qu'avec lui ou avec moi. Thomas, tout comme moi, nous n'avons rien à nous reprocher, au contraire. De mon côté, j'étais juste et un peu dur avec Maria. Quant à Thomas, il était trop aux petits soins avec Stéphanie. Quand je lui ai pris son téléphone des mains, la première chose qu'il m'a déclaré, c'est comment elles allaient faire pour rentrer. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il y avait des taxis. Après notre pizza, afin d'éviter que mon hôte cogite de trop, je lui ai proposé un tour de karting. Il a accepté en précisant que cela lui changerait les idées et que c'était plus sympa qu'une partie de jeux vidéo. Il passait enfin du virtuel au réel. Nous avons donc fait la course de karting et concouru contre un groupe de personnes. Une brune aux yeux verts avait doublé et laissé tout le monde derrière elle. Elle avait eu un tour ou deux d'avance sur moi. À la fin de la course, ce groupe échangeait avec nous et la femme pilote insista pour laisser son numéro à Thomas. Franchement, rien à voir avec Stéphanie. Cette brune qui se dénommait Olga avait un charme naturel et de la conversation. Mais Thomas restait sur ses positions. Il voulait que Stéphanie ne lui échappe pas. Moi, je ne me sentais pas concerné par la situation. Si Maria voulait s'amuser, je n'étais pas en droit de lui dire ce qu'elle doit faire ou pas. Je veux avant tout son bonheur, avec ou sans moi. De plus, j'avais d'autres choses à penser. Il y avait des pays non concernés par la 4e guerre mondiale, mais d'autres contrées allaient être touchés de plein fouet. Les pays qui seront concernés par la 4e guerre mondiale. La France sera la plus touchée en premier lieu. L'Italie, l'Espagne, la Grèce dans un second lieu. Tout le continent africain. Par qui ces pays ont été envahis ? Malheureusement, je ne peux vous le dire. Ce qui est certain, c'est pour des raisons stratégiques, économiques et énergétiques. Cette invasion aura lieu en plusieurs étapes. Ce sera d'abord économique. De nombreux pays sont déjà dépendants à la fabrication de produits d'Asie au moment où j'écris ces lignes. Ensuite, ce sera au niveau financier. La vieille Europe, notamment les pays cités ci-dessus, devront emprunter à l'Asie pour faire face à la crise sanitaire, coronavirus, LGDV, la guerre des vieux, et cette fameuse loi E70 qui prévoit de supprimer les personnes âgées de 70 ans et plus. Enfin, ce sera la coupure d'électricité mondiale, TGBO. LGDV plus TGBO égale la 3e guerre mondiale. Lors de ces événements, l'Europe va montrer ses limites au niveau organisation, rapidité d'action et d'adaptation. Avec ma famille, nous devions surmonter cette 3e guerre mondiale. Mais aurions-nous la force de faire face à cette 4e guerre mondiale ? Encore une fois, ce livre disait vrai, et au fur et à mesure que les années passaient, son contenu se validait, et son écriture passait au noir à chaque fois qu'un événement avait lieu. Simon disait souvent à mon père qu'il fallait que je me prépare au futur et que je sache me battre. Lorsqu'il me voyait, il jouait souvent à la bagarre avec moi. Mes parents nous ont en effet inscrits dès notre plus jeune âge au karaté. Dans ma famille, nous avons tous pratiqué un sport dès que nous avons pu marcher sur nos deux pieds. Nous avions au moins 4 entraînements par semaine,
et des compétitions tous les dimanches. Ce qui était censé me calmer ne m'empêcha pas d'être somnambule jusqu'à mon adolescence. Dans ma famille, nous avons en effet tous résisté aux différentes crises, financières et sanitaires, mais pas encore à cette troisième guerre mondiale. En 2008, j'avais perdu quelques proches. C'était le cas de Francis et de quelques personnes de mon entourage. Pour nous, le plus dur sera de faire face à la coupure électrique mondiale. Ces quelques mois risqueront d'être très éprouvants, mais ce qui nous attendait n'était pas très rassurant. J'espérais de tout cœur que certaines pages de ce fameux L4 ne se réaliseraient pas. Je touchais du bois. Je lisais régulièrement les pages de ce manuscrit qui se noircissait au fur et à mesure de la réalisation de ces événements. Je vais vous raconter comment est prévue cette invasion, mais avant, il faut que je vous raconte la véritable origine de ce livre sacré et qui est véritablement Simon. En effet, parfois, les souvenirs inscrits dans notre cerveau nous jouent des tours. Origine de Simon et livre sacré. J'ai décidé de rentrer à la maison familiale afin de questionner mon père et ainsi tenter d'en savoir un peu plus sur cet étrange livre. Mon père fut surpris par ma question. Ce livre m'avait bien été donné par Simon. Par contre, d'après ses dires, le livre était page blanche. Apparemment, le jour où Simon me l'a remis en main, j'étais très jeune et il avait indiqué à mon père, ainsi qu'à moi, que je devais écrire mon futur et celui des autres. Comment cela se faisait que j'avais pensé l'avoir récupéré lors du décès de Simon, alors que mon père me disait que Simon m'avait délivré le livre en main propre? C'était à ne plus rien comprendre. Pour mon père, j'avais un faux souvenir de ce moment. Chacun possède une interprétation personnelle de la vérité. Il est entré un peu plus dans le détail. Il pense que ce sont des souvenirs fictionnels ou encore des souvenirs précoces qui n'ont en effet jamais eu lieu. Pour mon père, j'avais eu des faux souvenirs sur ce livre. Mais dans ce cas, qui me dit que lui aussi avait, ou pas, de faux souvenirs sur cet ouvrage? Avec le temps, notre cerveau nous joue-t-il autant de tours que cela? Mais pour le coup, il me disait bien se rappeler de ce moment, parce que je voulais dessiner sur les feuilles blanches de ce beau livre mystérieux. Mon père, au vu de la qualité du livre, avait préféré me donner des feuilles blanches pour que je puisse dessiner. Il était plus préférable d'écrire sur ce genre de support que m'avait donné Simon. Quand j'ai demandé à mon papa qui avait écrit dans cet ouvrage, il m'indiqua que ce livre était resté un bon bout de temps dans la bibliothèque familiale à prendre la poussière, jusqu'à ce que je décide de l'embarquer avec moi en 2001. J'étais donc le seul à déplacer ce livre, sachant que la bibliothèque se trouvait dans ma chambre. Mon père pense que je suis le seul à avoir pu écrire sur ce manuscrit vierge. Quand j'ai demandé à mon paternel pourquoi Simon m'avait donné ce livre blanc, il m'a précisé que Simon était persuadé que je possédais un don de voyance. Cela était en partie lié à un rêve que j'avais fait lorsque j'étais plus petit. Ma mère, qui avait entendu notre échange, intervenue dans la discussion. Elle était présente ce jour. La scène avait eu lieu en Algérie. Nous étions partis en vacances 2 mois, lors des congés estivaux. Suite à un problème de chambre d'hôtel, nous avions dû nous réfugier chez nos cousins. En pleine nuit, après un cauchemar, j'avais prédit qu'un de mes 2 cousins allait acheter du sucre le lendemain matin. J'avais expliqué mon rêve à ma mère lors de mon réveil dans la nuit. C'est ce qui était arrivé le matin même. Un de mes cousins avait eu de l'argent pour acheter des bonbons et il était revenu avec du sucre. J'avais donc apparemment eu de la chance ou des dons de clairvoyance. Qu'est-ce que la clairvoyance? C'est une vue claire et lucide des choses, à ne pas confondre avec la voyance, qui est un don de double vue. Simon, qui avait donc jugé que je possédais ce potentiel, m'avait donné ce livre blanc. Mais alors, qui avait écrit dans ce livre? D'après mes parents, ce serait moi. Ils ont commencé à avoir un regard qui exprimait de l'inquiétude lorsque j'ai posé cette question. Pour eux, cela ne faisait pas de doute. Si une personne avait écrit dans ce livre, cela ne pouvait être que ma propre personne, à moins d'avoir laissé traîner ce livre ailleurs que dans la bibliothèque familiale. En regardant de plus près, en effet, il est vrai que cette écriture ressemblait à la mienne. Et comment cela était possible que je ne me rappelle pas avoir rédigé ces lignes, ces pages? Ma mère a émis une hypothèse. J'ai toujours été somnambule. Pour elle, j'ai dû écrire dans un état second pour ne pas m'en rappeler. Encore une autre anecdote liée à ma jeunesse. Mon père avait amené à mes sœurs des peluches. Ces dernières étaient offertes par une station à partir d'un cumul de points. Ce nounours bleu ciel
portait le nom d'une station essence. La nuit, pendant que j'étais censé dormir, je m'étais dirigé vers le four et j'avais posé la peluche sur le gaz. Fort heureusement, ma mère m'avait entendu sortir de mon lit et son instinct lui avait recommandé de se lever afin de vérifier ce que je faisais en pleine nuit. Quand elle m'a surpris dans un état semi-conscient, en train de prendre les allumettes, elle m'a pris le feu des mains et elle m'a calmement dirigé vers mon lit. Le lendemain, au réveil, elle avait abordé ce sujet avec moi, mais je n'en avais aucun souvenir. Afin de connaître mon passif médical, ma maman me conseilla d'aller voir mon médecin de famille qui m'avait suivi depuis ma tendre enfance. Ce que j'ai décidé de faire le lendemain. J'allais partir. Je suis monté dans ma voiture, j'étais dans mes pensées. J'avais oublié de poser une question importante. Quel était le métier de Simon ? Je suis revenu sur mes pas afin d'obtenir la réponse suivante. Simon était bien traducteur. Il maîtrisait le français, le vieux français, l'italien, l'arabe et d'autres langues. Quand j'ai demandé son nom de famille, mon père a réfléchi quelques instants et il m'a dit « Ramaoui, Simon Ramaoui ». Les fameuses initiales SR correspondaient bien aux initiales de ce fameux Simon. Il fallait maintenant que je découvre à qui appartiennent des initiales MMN. Ce n'était franchement pas évident de faire ces recherches seul, sans l'aide de personne. Le retour de Maria. Cela faisait maintenant quelque temps que je n'avais pas eu de retour de Maria. Elle passait maintenant beaucoup de temps avec sa nouvelle copine Stéphanie. Le peu de fois où je tentais de la voir, elle faisait un apéritif dînatoire. Cela pouvait monter jusqu'à 3 apéros par semaine. C'était un apéritif qui comportait du sucré, du salé et de l'alcool, du vin notamment. Maria était entrée dans cette habitude qu'elle jugeait culturelle. Lorsqu'elle me demandait si on pouvait s'entraîner ensemble à la salle, cela constituait une perte de temps pour moi. En effet, j'avais l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau. Il est impossible d'avoir des résultats sportifs avec une hygiène de vie incorrecte. L'alcool, les apéritifs sucrés salés et la cigarette, électronique ou pas, avec ou sans nicotine, ne sont que des inconvénients pour une personne qui veut faire du sport ou même maintenir son corps en bonne santé. Il y a des effets de mode et des sports qui poussent les sportifs occasionnels à acheter des tenues de sport hors de prix. Mais je ne veux pas perdre mon temps pour quelqu'un qui va porter sa tenue 2-3 fois dans l'année, prendre une photo pour marquer le coup et revenir en période de forte influence, c'est-à-dire juste avant l'été pour entrer dans le maillot de bain, en septembre pour se motiver à la rentrée, et puis après le jour de l'an, et même des fois avant, pour pouvoir entrer dans la robe de soirée. Bref, que des comportements ridicules afin de paraître devant les autres. Tous ces comportements illogiques n'apportent rien d'utile pour la santé de la personne qui pratique son sport en intermittence, mais jamais de façon permanente. Les résultats sont impossibles en 2 mois, surtout avec une hygiène de vie plus que médiocre. Mais les illusions sont toujours au rendez-vous. Comme j'avais refusé de les aider, Maria et Stéphanie ont décidé de prendre un professeur de sport. Qui dit diplôme de sport ne veut pas dire des compétences sportives derrière. C'est comme un médecin, il y en a des bons et des mauvais. Tout le monde n'a pas le même niveau. Lorsque j'ai su qui était le professeur de sport, je n'ai rien dit. Cet idiot prenait 35 € à 80 € de l'heure, selon la personne qu'il avait en face de lui. Si à la rigueur ce coach était compétent. Or, ce n'était pas du tout le cas. J'appelais cela un usurpateur, ou si vous préférez un faux coach. Encore une fois, tout est dans le style et le paraître. Malheureusement, un coup d'œil suffisait à comprendre que quelque chose n'allait pas, rien qu'en regardant le physique de ce pseudo-professeur. Je ne parle même pas de ses cours. Je n'ai rien dit de manière à ne pas passer pour un homme jaloux ou ayant un ego surdimensionné. Je suis resté humble et respectueux face à ce genre de situation. J'ai gardé une certaine distance par rapport à cette scène ridicule, sachant que l'objectif de Maria était de rentrer dans sa robe de soirée pour son anniversaire. La blague, quand elle est venue me rendre visite et qu'elle m'a montré des photos de son coach torse nu, je n'ai pas pu me contenir. Le sourire en coin, j'ai précisé que cet homme indiquait faire 120 kg au squat. Or, il y avait 100 kg sur la barre. Lorsque Maria a envoyé un message à son coach pour lui indiquer que le poids indiqué sur sa vidéo était faux, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de l'usurpateur. Il était découvert, démasqué et vexé. Je sais qu'au fond d'elle, cela n'avait pas plu à Maria, car je l'avais fait passer pour une femme niaise sur le coup. Mais chacun son domaine de prédilection. C'est comme si je m'aventurais à donner des conseils en équitation, alors que je ne connais rien aux chevaux ou au CSO, saut d'obstacle. J'adore cette expression qui dit qu'un vrai cavalier, c'est celui qui s'entraîne sur un cheval et non pas sur un cheval de bois.
Maria avait fini par mettre son ego de côté et par comprendre que le chemin qu'elle avait pris en faisant des apéritifs avec sa copine n'était pas forcément le bon. Par la suite, Maria a fini par me raconter les misères que Stéphanie pouvait faire subir à Thomas. J'espérais que ce dernier ne tarde pas à ouvrir les yeux sur cette situation malsaine. En attendant, Maria avait compris que je ne voulais le mal de personne et encore moins m'en prendre à elle. On s'est toujours entraidés. Une amie à elle aurait pu détruire notre grande amitié en quelques semaines seulement. Moi qui croyais Maria douée de force de caractère, je la découvrais fragile, innocente et surtout influençable. Je le voyais clairement en la trouvant en train de se déplacer avec son magazine spécialisé en astrologie. Elle devait y lire son horoscope. Je comprends mieux l'expression « on est les 5 personnes qu'on fréquente ». Je peux vous assurer que ce genre de comportement m'a refroidi et j'ai été un peu distant pendant quelque temps envers Maria. Heureusement que j'avais d'autres choses à penser, notamment rencontrer le médecin de famille concernant un éventuel diagnostic justifiant directement ou indirectement un don particulier de voyance. D'ailleurs, est-ce qu'un médecin peut constater ce genre de choses? Le médecin de famille. Comme convenu, je me suis rendu chez mon médecin de famille qui était à quelques mois de la retraite. J'ai embarqué mon carnet de santé et mon livre. J'ai attendu mon tour dans la salle d'attente. Pendant tout ce temps, je me suis posé un nombre important de questions dans ma tête. J'en avais de multitudes. Par où commencer? Quand fut venu mon tour, le médecin m'a accueilli avec le sourire et en me tendant la main. Son expression sur le visage indiquait son plaisir de me revoir. Il me signala que cela faisait un bon bout de temps qu'il ne m'avait pas vu. Il commença notre échange en me demandant si je pratiquais toujours autant de sport. J'ai répondu par l'affirmatif. Il est vrai que je fais beaucoup de sport depuis ma jeunesse. Quand il m'a demandé l'objet de ma venue, j'ai répondu que je voulais en savoir plus sur moi ainsi que sur ma santé depuis mon plus jeune âge. Il m'indiqua qu'il y avait pas mal de choses à dire. Sa réponse m'a inquiété, mais j'étais venu afin d'en savoir un peu plus sur mon passé. Il m'a précisé ne pas se rappeler de tous les états et historiques de ses patients par cœur. Il m'a demandé mon carnet de santé et il a commencé à faire un effort de réflexion par rapport à ce qui était indiqué dans ce qui était pour lui un pense-bête. Lui au moins, il reconnaissait son écriture et il se rappelait de ma jeunesse et de son passé de médecin. Tout d'abord, il m'a indiqué que j'étais le seul des 5 enfants à être gaucher, ce qui me permet d'utiliser principalement l'hémisphère droit du cerveau. Mon raisonnement est donc différent de celui d'un droitier. Les gauchers représentent environ 10% de la population. Ensuite, il a annoncé que je faisais des crises de convulsions étant très jeune. Par chance, cela s'était atténué avec le temps. C'est lié à une hyperactivité du cerveau qui, pour faire simple, pouvait se traduire par un court-circuitage. Je perdais connaissance. Il m'a ensuite signalé avoir décelé chez moi une hyperactivité vers l'âge de 5 ans. Sous les conseils de mon médecin, il a été fortement conseillé à mes parents de m'inscrire dans une activité physique sportive. Il a également abordé ce problème de somnambulisme. Il définit ce trouble du sommeil de la sorte. Le système moteur est en éveil, alors que le système relationnel est en veille. J'ai interrompu le médecin afin de lui demander si un somnambule pouvait écrire pendant son sommeil. Il m'a répondu qu'en effet, des personnes comme moi sont multitâches, elles peuvent se retrouver à faire le ménage ou même écrire, ce qui est quand même rare, pendant leur sommeil. Les somnambules sont par définition entre le réveil et le sommeil. Nous ne savons pas encore tout sur le cerveau et son fonctionnement. Il demeure encore un mystère, même si la médecine a évolué et que nous continuons à découvrir des choses sur nos activités cérébrales. D'ailleurs, plus jeune, j'avais fait un électroencéphalogramme qui indiquait que j'aurais dû avoir des problèmes de concentration et un certain retard scolaire. Or, le temps avait prouvé le contraire. Comment cela est possible ? Le docteur pense que tous ces événements cachaient quelque chose de plus profond, une sorte de câblage spécifique différent des 2 hémisphères. Il a pu voir mon étonnement par rapport à cette dernière phrase que je ne trouvais pas justifiée. Pour changer de sujet et tenter d'en savoir plus, j'ai sorti mon mystérieux ouvrage. Le somnambulisme existe chez l'adulte. Cela est possible dans 2 rares cas. La parasomnie touche 2% des adultes. Après avoir feuilleté le livre, mon médecin m'a proposé cette situation. Il pense que j'écris la nuit, en état de somnambulisme, par rapport aux situations présentes et passées. Pour ce qui est des éléments futurs indiqués dans cet ouvrage, il pense que ces informations sont le fruit de mon imagination. Pour mon docteur, le principal est que je ne me mette pas en danger et que j'extériorise mes pensées nocturnes. Il m'a proposé une solution toute simple pour savoir si je me lève la nuit. Me filmer pendant mon sommeil.
C'est pour lui la meilleure façon de me rendre compte si je souffre de parasomnie ou pas. Qui avait dit que les médecins prescrivent des antidépresseurs à tour de bras? Je l'ai vivement remercié d'avoir passé du temps à refaire le point sur mon passé, ainsi que sur ce problème de somnambulisme. Une question était en suspens. Pourquoi je ne reconnaissais pas mon écriture? Ce mystère demeurait. La personne qui est la mieux placée pour me connaître est Maria. C'est la fin de l'épisode 5 de ce livre 4 dénommé Chemin de vie. Pour vous, Thomas va-t-il continuer à s'accrocher à sa relation avec Stéphanie ou tenter une nouvelle relation avec Olga? Pour vous, est-ce que les guerres ont avant tout un but énergétique? La France, la vieille Europe, sont-elles encore synonymes de puissance économique, financière et sanitaire? Avez-vous déjà eu des souvenirs fictionnels de faux souvenirs? Simon aurait traduit les écrits L1, L2, L3 du fameux MMN. Mais qui a écrit L4? Simon ou le narrateur? En attendant l'épisode 6, vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. Et comme j'aime le dire, en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt.